Dans la nuit du 18 juin 1940, une voix grave, pleine de détermination, résonne à travers les ondes de la BBC, bouleversant à jamais le cours de l'histoire de la France. Une voix qui semble surgir d'une époque révolue, mais qui incarne l'esprit d'un homme dont le nom serait inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire mondiale. Charles de Gaulle, ce géant de la politique, ce stratège, ce visionnaire, se lève pour défier l'occupant nazi, pour refuser la défaite et appeler à une résistance qu'il incarnera pendant des années. Charles de Gaulle naît à Lille, le 22 novembre 1890, dans une famille bourgeoise, enracinée dans les valeurs de la France catholique et monarchiste. Dès son plus jeune âge, il ressent cette obligation impérieuse de servir sa patrie, un sentiment qu'il nourrit tout au long de sa vie. Élevé dans un environnement où l'esprit militaire et l'amour de la France sont omniprésents, il aspire à un destin exceptionnel et non à une existence ordinaire. Le jeune Charles se distingue très tôt par son caractère autoritaire, mais aussi par son intelligence froide et ses opinions parfois divergentes de celles de ses contemporains. Son parcours à l'école militaire de Saint-Cyr, un endroit où l'élite des soldats français est forgée, le marquera durablement. Là-bas, il apprend à allier une pensée stratégique rigoureuse à une soif de pouvoir qui ne cessera jamais de l'animer. Dans la Première Guerre mondiale, il fait ses premières armes sur le champ de bataille. Mais ce n'est pas la guerre qui façonne le futur général. C'est le respect profond qu'il gagne en observant l'échec du commandement militaire français, son incapacité à anticiper les mouvements de l'ennemi et surtout son refus d'admettre que la guerre moderne, mécanique et rapide, impose des réformes profondes. Ce constat deviendra la base de sa pensée stratégique. Au moment où la France s'effondre face à la Wehrmacht en 1940, Charles de Gaulle, devenu général, se trouve dans une position inédite. Alors que tout semble perdu, le destin de la France et d'une grande partie du monde libre repose sur ses épaules. Le gouvernement de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, signe une paix honteuse avec l'Allemagne nazie, abandonnant le pays à l'occupant. C'est là que de Gaulle entre en scène. Dans un acte de défiance pure, il refuse de reconnaître le gouvernement collaborateur et prend la direction de la France libre, une cause pour laquelle il va lutter contre vents et marées. Depuis Londres, il galvanise la résistance en lançant son appel historique sur les ondes de la BBC. Sa voix devient le symbole d'un espoir pour un peuple brisé, une nation qui refuse de plier sous la botte nazie. En 1944, de Gaulle revient en héros à Paris, alors que les Alliés entrent dans la capitale française. Il s'impose alors comme l'architecte de la libération, mais aussi comme un leader incontesté, respecté par ses pairs, mais également par ses ennemis. À la fin de la guerre, l'épée de Gaulle ne se replie pas. Il choisit de quitter la scène politique, déçu par l'instabilité et la lenteur de la XXe République. La France, bien que libérée, est fragile. Les tensions politiques entre partis, les luttes internes et la faiblesse du gouvernement donnent naissance à une démocratie moribonde, incapable de résoudre les problèmes économiques du pays. De Gaulle se retire, mais pas pour longtemps. Il sait que la France a besoin d'une figure forte, capable de restaurer l'ordre et la grandeur. À travers ses écrits et son aura, il continue de préparer son retour. En mai 1958, une nouvelle crise éclate en Algérie, ancienne colonie française, où la guerre d'indépendance fait rage. Les événements en Algérie plongent la France dans une instabilité telle que la crève république semble au bord de l'effondrement. Les manifestations populaires et les menaces de coup d'État forcent la main du gouvernement. C'est alors que, sous une pression immense, de Gaulle est rappelé à la tête du pays. Le 1er juin 1958, Charles de Gaulle accepte d'assumer les pleins pouvoirs et de devenir le nouveau président du Conseil, mais uniquement sous la condition qu'une nouvelle constitution soit rédigée, afin de doter la France d'un régime stable. Ce régime deviendra la République, dont il sera le premier président. Les réformes qu'il met en place auront un impact profond sur la structure de la France moderne.
La présidence de la République devient le cœur du pouvoir, avec un exécutif fort et une stabilité politique qui fait défaut aux précédentes républiques. Le général de Gaulle sait que la France a besoin d'unité et d'autorité, et c'est ce qu'il incarne désormais. Mais de Gaulle n'est pas qu'un homme de pouvoir intérieur. Il voit la France non seulement comme une grande nation, mais aussi comme une force en Europe et dans le monde. C'est dans cette vision qu'il introduit des réformes diplomatiques majeures. De Gaulle est un fervent partisan d'une Europe forte, mais une Europe indépendante des superpuissances, en particulier des États-Unis et de l'Union soviétique. Il impose la politique de la France indépendante. Il retire la France du commandement intégré de l'OTAN en 1966, affirmant que le pays ne veut pas être subordonné à une puissance étrangère. À ses yeux, l'indépendance militaire et diplomatique de la France est essentielle à son rôle de leader européen. La construction d'une Europe de la défense, loin des structures sous domination américaine, devient l'un de ses objectifs. Il rêve également d'un rapprochement avec les pays du tiers-monde, les nations nouvellement indépendantes, qu'il voit comme des partenaires potentiels dans la construction d'un monde multipolaire. Sa politique vis-à-vis de l'Afrique, de l'Algérie et de ses anciennes colonies, ainsi que ses relations avec le monde arabe, marqueront son mandat de façon indélébile. Mais à l'apogée de sa carrière, alors que la France prospère, la contestation commence. En mai 1968, les étudiants et les ouvriers se soulèvent contre l'autorité de l'État. Les barricades sont érigées à Paris et le pays est plongé dans une crise sociale. De Gaulle, face à cette révolte, conserve sa position de dignité. Il ne plie pas. Mais dans un geste de réflexion, il se rend en Allemagne, seul, pour prendre la température de la situation. Au retour, il voit un pays à la dérive. Et sa décision d'aller aux élections présidentielles de 1969 ne se fait plus avec la même assurance. Après un référendum en 1969 où il échoue à faire passer ses réformes, Françaises, Français, au mois de juin, vous vous prononcerez par un vote. Au cas où votre réponse serait non, il va de soi que je n'assumerai pas plus longtemps ma fonction. De Gaulle décide de se retirer définitivement de la politique. Le général, celui qui a donné à la France sa grandeur, décide de quitter le pouvoir. Il démissionne, comme il l'avait toujours dit qu'il le ferait s'il n'avait plus l'assentiment du peuple. Charles de Gaulle est l'un de ces personnages dont l'impact se mesure non seulement dans le temps qu'il a passé à gouverner, mais aussi dans les fondations qu'il a laissées pour la France d'aujourd'hui. Son héritage est celui d'un homme d'État visionnaire, d'un leader capable d'imaginer une France indépendante et forte, en dépit des tempêtes politiques et sociales. Il a transformé la Constitution, modernisé la politique française et offert à la nation un avenir solide dans un monde en pleine mutation. Et même après sa mort, son nom reste synonyme de dignité, de fierté et de vision.